il est temps maintenant de retrouver mon invité. C'est Emmanuel Rougier qui arrive un petit peu sur ses ailes, c'est le cas de le dire. Emmanuel, bonjour. Bonjour Hélène. Nous allons parler d'un très très beau livre, c'est L'Étoile Blanche, mémoire d'une juste 1940-1945, édité par Vos Bons Soins aux éditions Edicence. Alors, d'abord, bonjour, merci d'être avec nous sur Radio J. Vous avez retrouvé ce récit de votre aïeule Madeleine Fauconneau-Dufresne, L'Étoile Blanche, qui raconte comment, portée par sa foi profonde, elle sauva son amie juive, une avocate, Yvonne Netter, jusqu'à Bonne-la-Rolande, s'interner elle-même, et vous avez décidé de le publier. On y reviendra, bien sûr. Alors Emmanuel, ma première question, qu'est-ce que c'est que cette étoile blanche? Est-ce qu'il y en avait beaucoup dans les camps? Selon mes recherches, c'est le seul cas en tout cas que j'ai pu identifier en France, parce que l'étoile blanche a été portée par Madeleine dans des conditions assez spéciales, dans le contexte d'un interrogatoire par un dénommé Franz, qui représentait la Gestapo d'Orléans. Il a essayé de lui faire dire des horreurs sur les Juifs. Et ma tante Madeleine défend les Juifs bec et ongle. Et à la fin, il éclate en colère, il lui dit « Ah bah vous aimez tant les Juifs, madame, vous allez les rejoindre ». Et il l'a fait interner à Bonne-la-Rolande, et là on l'oblige à porter une étoile blanche marquée « Ami des Juifs », pour la distinguer des autres personnes qui sont tous avec l'étoile jaune, puisqu'ils sont tous juifs. Et selon mes recherches, c'est le seul cas que j'ai pu trouver en France. Alors, l'appellation Ami des Juifs a existé dans un contexte bien spécial. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais lorsque le port d'étoile jaune a été mis en place en zone occupée, il y a eu des manifestations d'étudiants, et beaucoup d'étudiantes, notamment au boulevard Saint-Michel, sur les Champs-Élysées, des jeunes, qui, scandalisés par cette mesure, ont décidé de défiler, ont porté des étoiles fantaisistes. Zazou, Auvergnat, Cato, et ils ont été arrêtés par la police et sévèrement punis puisqu'ils ont été internés à Drancy environ 2 mois. Juin jusqu'au 31 juillet 1942. Et à Drancy, on les a obligés à porter l'étoile jaune et un brassard sur lequel il y avait marqué « Amis des Juifs ». Mais l'étoile blanche, si vous voulez, je ne connais que le cas de ma tante Madeleine. J'ai cherché, je me suis renseigné, j'ai demandé au mémorial de la Shoah. Jusqu'à maintenant, c'est la seule. C'est étonnant. Donc son cas est assez emblématique. Oui, donc d'où le titre aussi. Hein. Absolument. Alors Emmanuel, pensez-vous que sans cette foi profonde qui court tout au long du récit, elle n'aurait pas agi ainsi? D'abord, elle a un sacré tempérament, une personnalité. Elle houspille les gendarmes et tout le monde qui se met en travers de son chemin. Racontez-nous un peu la personnalité de Madeleine. C'est une très forte personnalité, de grand caractère. C'est une femme qui n'a peur de rien. Alors je pense qu'elle avait un tempérament et qu'elle était fondamentalement courageuse, mais vous avez raison, son tempérament est complètement galvanisé par sa foi. Parce que là, elle soulèverait des montagnes. C'est une femme qui n'a peur de rien. Ça, c'est qui me sidère, c'est son courage. Dans le livre, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle obtient un rendez-vous avec Xavier Vallat. Xavier Vallat, c'est quand même pas n'importe qui. Commissaire aux affaires juives, elle arrive à entrer dans son bureau, ce qui est pour moi un véritable miracle. Et passez-moi l'expression, mais elle l'engueule. Elle le gronde, elle le menace même. Et elle lui dit « prenez garde ». Et il répond « mais à quoi ?» Elle lui dit « prenez garde à Dieu ». Parce que Vallat est catholique. Il lui fait cette réponse assez stupide. Ça, c'est un problème entre moi et mon confesseur. Ouais. Mais alors, elle a, comme on dit en hébreu, un chutzpah, c'est-à-dire un culot monstrueux qui aurait pu l'amener directement dans les camps. Complètement. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette initiative qu'elle prend au moment du port de l'étoile jaune. Elle envoie 200 lettres à 200 juifs qu'elle connaît ou dont elle a eu les noms, par compassion et par amitié. Elle reçoit beaucoup de remerciements et elle écrit, à cette époque-là, ça aurait pu la conduire à un camp, directement, cette initiative, parce que c'était totalement exceptionnel. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle n'a pas été dans un camp. Oui. Alors, on va parler de sa foi parce qu'elle est aussi un peu spéciale aussi. Elle fait partie d'un mouvement, d'un groupe qui a disparu, je crois, aujourd'hui, qui s'appelle le Réarmement Moral. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le Réarmement Moral, c'est un mouvement qui est né du protestantisme, qui a été porté par le pasteur Bushman, qui venait des États-Unis. Et c'est un mouvement qui s'est répandu dans les années 30, d'abord sur le continent nord-américain, puis ensuite en Europe. Et c'est un mouvement qui a vraiment été, qui a converti beaucoup de gens, et qui était en fait, une espèce d'école qui, pour les croyants, c'était de laisser faire Dieu à sa place. C'est-à-dire... le principe d'abord, c'était qu'il fallait se transformer soi-même pour transformer le monde. Et il fallait surtout pas chercher à transformer l'autre. L'idée, c'était d'abord se transformer soi, ce qui n'est pas la chose la plus simple. Et en fait, ils avaient ce qu'ils appelaient un examen de conscience face à 4 critères absolus: l'honnêteté, la pureté, le désintéressement et l'amour.
Donc c'était quand même les 4 guides. Et l'autre option, c'était de laisser à Dieu prendre la place. C'est-à-dire que, au moment des grandes décisions ou des choses à faire, je laisse Dieu prendre la place et je me soumets à ce qu'il veut bien me dire. Et alors, pourquoi ça a disparu, en fait ? C'est un mouvement, en fait, qui n'a pas tout à fait disparu, mais qui a évolué, qui s'est beaucoup politisé dans les années 50-60. Alors, il a eu une première époque très, très spirituelle, et ensuite une seconde époque plus sociale, où il a accompagné des changements, et notamment, il a beaucoup œuvré pour la réconciliation avec les Allemands. Et puis ensuite, d'après ce que j'ai compris, parce que là, ça s'éloigne un peu dans ma recherche, c'est un mouvement qui a évolué, qui s'est un peu radicalisé et qui est devenu un peu particulier, qui s'est un peu sectarisé, je crois, et qui a fini par se dissoudre, et qui n'existe plus. Alors, pourquoi avez-vous décidé de publier ce livre, Emmanuel, et quand l'avez-vous retrouvé, ce manuscrit ? Alors, pour essayer de faire rapidement, j'ai retrouvé une petite lettre écrite par Madeleine de la prison d'Orléans, qu'elle écrivait à sa cousine Germaine, qui était une sœur de mon grand-père, qui était religieuse. J'avais récupéré quelques papiers, et cette lettre m'avait intrigué. Et je ne connaissais pas l'existence de Madeleine. Je ne connaissais rien d'elle. Et dans ma famille proche, non plus. Et puis, de fil en aiguille, j'ai su qu'elle avait écrit ce récit, je l'ai lu. Et vous l'avez retrouvé comment, en fait, le récit ? Tout à fait par hasard. C'est une histoire. C'est assez compliqué, mais je suis tombé dessus, alors qu'on ne l'avait pas à la maison, personne ne le connaissait. Et je l'ai lu et je l'ai trouvé ça absolument remarquable. Et je me suis dit, il faut pas garder ça pour moi. Enfin, il faut le faire connaître. Elle avait en fait publié ça en petit exemplaire juste après la guerre, probablement pour un cercle très restreint. Et je me suis dit, ce témoignage est très original, il est empreint de modernité et il est exemplaire. C'est surtout très bien écrit, Emmanuel. Exactement. Alors, ma question aussi, c'est est-ce que vous l'avez remanié ? Est-ce que vous avez été tenté ? Pas du tout. Non, j'ai été tenté. Oui. J'ai été tenté, je ne l'ai pas fait. J'ai voulu vraiment respecter absolument tout. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai juste légèrement écourté. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une dernière partie d'une 40aine de pages qui était vraiment de l'introspection très spirituelle. Oui. Et je trouvais que toute l'ambiance du récit et son côté très dynamique était peut-être un peu altéré par cette fin qui en plus était vraiment totalement spirituelle et très très personnelle. Et j'ai préféré donner, si j'ose dire, la vision historique et un peu dynamique du récit et ne pas prendre cette option-là. Oui, parce que c'est très bien écrit. Alors ma question aussi, est-ce que vous avez rencontré les descendants d'Yvonne Netter, cette juive qu'elle a vraiment... C'est presque... J'ai envie de dire, Emmanuel, c'est presque une histoire d'amour entre elle et cette Yvonne. Il y a une très grande intimité. Non, mais elles sont. C'est extraordinaire parce que l'amitié de ces deux femmes, tout les oppose, si vous voulez. Elles sont pas du même monde, pas du même milieu, pas la même religion à l'origine. Madeleine est une jeune fille de bonne famille, désargentée. Yvonne est une femme très lancée, très connue. Elle faisait partie des 200 avocates de Paris. Elle avait fondé des quantités d'associations. C'est un petit peu la Simone Veil des temps anciens. Hein. Ultra connue, ayant créé le foyer féminin, qui était quelque chose de très novateur pour l'époque, un foyer pour les femmes. C'était une femme exceptionnelle. Et Madeleine et elle vont vraiment devenir des amies très intimes. Mais oui, elles ont eu... Alors, c'est grâce quand même au réarmement moral, parce que Yvonne a été aussi très impressionnée par la transformation vécue par Madeleine, et elle a aussi embrayé dans ce mouvement. Et je pense que ça l'a aidée. Et puis, lorsque l'ère des persécutions est venue, Yvonne s'est retrouvée absolument seule. Et elle n'avait plus que Madeleine pour la sauver et pour l'accompagner. Alors Emmanuel, ma question elle est un peu plus personnelle. Vous êtes DRH, directeur des ressources humaines, hein, comme on dit, du Secours catholique. Donc j'imagine que vous-même vous êtes empreint de foi. Et alors est-ce que c'est pas ça aussi qui vous a poussé à publier le livre de Madeleine ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu identifié ? Est-ce que vous auriez pas agi de la même manière pendant la guerre ? Et c'est toute la question. Je me la suis posée. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? C'est difficile de répondre à cette question-là. Alors, vous avez raison, je suis très heureux, moi, d'appartenir à cette très belle association qui réunit des tendances extrêmement diverses de l'Église catholique et qui se bat avant tout pour la pauvreté et contre la pauvreté, et pour la dignité humaine sous toutes ses formes. Mais je dois vous dire en toute modestie que je suis pas du même niveau que Madeleine, ni en termes de tempérament, ni en termes de foi, parce qu'elle est vraiment totalement exceptionnelle. Et l'écriture, peut-être ? Elle écrit quand même. Je reviens là-dessus parce que c'est vrai que ça m'a marqué. Elle écrit bien. C'est extrêmement bien écrit. Oui, c'est très fluide. Quand elles sont dans le sud-ouest, toutes les deux, que l'hiver arrive, qu'il fait froid, on est complètement... Oui, vous avez raison. On est avec elle. Ce passage est extraordinaire quand elle parle des braises et qu'elle est dans cette cuisine sans lumière. On a froid. Exactement. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est étonnant. C'est là où je me suis dit, est-ce que Emmanuel est passé par là ? Est-ce qu'il n'a pas été tenté ? Non, j'étais sensible à la dimension spirituelle, mais j'étais aussi très sensible à la dimension historique. L'histoire de Sécan du Loiret, moi je la connaissais peu. Très mal finalement, et ça m'a permis de la connaître. J'ai été très aidé par le CERCIL. Oui, bien sûr. Vraiment qui ont fait un travail formidable pour moi. On reviendra sur Yad Vashem, bien sûr. Oui, et puis si vous voulez, au-delà de ça,
l'histoire, la spiritualité, mais aussi l'amitié. L'amitié de Madeleine avec Yvonne, mais aussi l'amitié, les liens qu'elle a tissés avec les internés, avec ceux qu'elle a connus dans le camp de Bonne-la-Rolande ou à l'hôpital de Pithiviers. J'ai trouvé très beau ces rencontres, la manière dont elle décrit, elle croque des personnages, on les voit, ces gens. Ce qui est incroyable, et ça court tout le long du récit, Madeleine, elle va, elle vient. Oui. Elle passe du camp de Pithiviers au camp de Bonne-la-Rolande, elle sort... C'est quand même étonnant. Oui, elle était très étonnante. Elle est très étonnante. Oui. Alors justement, ça m'amène à la question suivante. Tout le monde n'était pas comme Madeleine. Non. Mais il y en a eu beaucoup. On va pas non plus. Il y a eu des prêtres. Il y a beaucoup de prêtres qui ont caché des juifs pendant la guerre. Beaucoup de prêtres et de religieuses, oui. Bien sûr. Mais quand même, la position du Vatican est particulière. Qu'en pensez-vous ? Alors écoutez, moi je ne suis pas historien, mais je me suis intéressé à la question et je crois sincèrement que le Vatican avait choisi d'agir de manière très souterraine, parce que je crois qu'on sait aujourd'hui, sans contestation, que le pape Pie XII a protégé directement et indirectement beaucoup de juifs. Il y a un hommage très particulier qui lui a été rendu à l'époque par Golda Meir, ce qui est quand même pas rien. Et Serge Klarsfeld a aussi confirmé par écrit ce qu'il avait fait. En revanche, le reproche qui lui a été fait et qui continue à lui être fait, c'est de ne pas s'être exprimé de façon officielle et de ne pas avoir pris, si j'ose dire, une position médiatique. Mais il avait quand même participé à l'encyclique qui était parue juste avant la guerre, qui était condamné le nazisme. Et sa première encyclique, il faut quand même se rappeler de ça, qui est parue le 20 octobre 39, a confirmé toutes les condamnations. Mais il a choisi d'agir dans l'ombre. Ça a été son choix. C'était le choix de pas mal de gens à l'époque. Je ne sais pas si vous avez ce phénomène en tête, mais il y a eu en Hollande une proclamation officielle, une contestation officielle, une condamnation des persécutions juives par les cardinaux. Et ça a été, il y a eu des mesures de rétorsion terribles des nazis vis-à-vis des juifs d'abord et aussi vis-à-vis des catholiques. Et je crois qu'ils avaient décidé au Vatican qu'il valait mieux prendre cette posture. Est-ce qu'ils ont raison? Je ne sais pas. En tout cas, tout le monde se souvient du film de Louis Malle, Au revoir les enfants. Oui, qui est bien quand sûr. même assez extraordinaire quant à la position des prêtres pendant la guerre. Bien sûr. Alors, on va venir après la guerre, puisque le récit continue. Un petit peu. Elle semble, Madeleine, regretter l'épuration et va même jusqu'à cacher certaines femmes. Qu'en pensez-vous? Non, elle ne les cache pas, mais alors, elle les prévient. Elle les prévient, elle les protège. Madeleine, si vous avez remarqué son tempérament, elle a beau être combative et très forte, elle dit qu'elle n'avait pas voulu choisir la résistance parce qu'elle ne voulait pas avoir de sang sur les mains. C'est une femme qui veut protéger, qui veut sauver, mais qui ne condamne pas. Et elle a finalement, vis-à-vis de ces femmes qui sont tondues boulevard de Grenelle devant chez elle, une très grande indulgence. Et elle essaye de les défendre. Elle arrive à en sauver quelques-unes. Comme elle le dit, elle avait le prestige de son statut d'internée. Et elle rencontre un juif qui s'était échappé de Bonne-la-Rolande. Et elle va essayer de sauver un jeune soldat allemand. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène qui est très poignante. Elle se met devant lui, il est en joue et elle dit au FFI ne laissez-le. Et ils lui répondent, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Et elle ne sait pas répondre à ça, et le type se fait tuer devant elle. Donc, elle a plutôt, je crois c'était une femme qui était toujours indignée par la souffrance. Est-ce qu'elle n'est pas un peu illuminée quand même, Emmanuel? Sans vouloir. Sincèrement, non, c'est pas d'une manière péjorative que je le dis. Un peu, probablement, oui. Ouais. Oui, mais elle avait, à côté de ça, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de bon sens et beaucoup de présence. Elle est quand même très concrète. Elle ne plane pas, si vous voulez. Elle organise l'évasion d'Yvonne de manière extrêmement concrète. Elle prend des contacts. Elle repère le jardinier qui va l'accueillir. Elle organise quand même les choses. Elle est à la fois, je trouve qu'elle a les deux. Je trouve qu'elle a les pieds très sur terre et en même temps l'âme et le cerveau très éclairés, en tout cas, oui. Alors le livre est soutenu par le mémorial, le mémorial de la Shoah. Oui. Alors vous étiez heureux, qu'en pensez-vous? Pour moi d'abord c'est un grand honneur et une grande joie parce que j'étais très heureux que le mémorial de la Shoah contribue à nous aider à éditer ces mémoires parce que c'est. Ça veut dire quelque chose. Quand Mais même. Bien sûr. Et puis c'est une reconnaissance. Non, j'y étais très sensible et je pense que l'histoire de Madeleine a touché. Oui. Donc oui, franchement, oui, grande joie pour moi et grand honneur. Elle rentre dans le cénacle de ceux qui ont fait beaucoup pour les Juifs et ô combien, puisque Madeleine a été faite juste parmi les nations en 2018 absolument. Par Yad Vashem. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez fait les démarches? Est-ce que vous êtes allé à Jérusalem? Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis allé à Jérusalem, j'ai visité Yad Vashem. Alors,
d'abord. J'étais ébloui. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et en plus, j'ai eu la chance de le faire avec un guide vraiment très éminent qui a pris son temps. On a dû passer 4 heures, vraiment, entre le début de la prise du pouvoir d'Hitler et la libération des camps. Un Français, peut-être? C'était un Français. Yitzhak Katia? Non. J'ai oublié son nom, je suis navré. Mais en tout cas, c'était absolument passionnant. Et à la sortie, on a discuté un peu. Et je lui ai raconté l'histoire de Madeleine. Et il m'a dit, mais premièrement, il faut que vous fassiez publier ses souvenirs parce qu'il ne faut pas que ça reste inconnu. Et deuxièmement, faites-la reconnaître comme juste parmi les nations. Et je lui ai dit, mais vous croyez? Il m'a dit, mais absolument. Il m'a expliqué comment faire. Et donc, j'ai pris les contacts en rentrant à Paris. Et là, j'ai été aidé par un couple. Je voudrais juste les évoquer un instant. C'est Claude et Eliane Ingard qui m'ont aidé, qui ont constitué le dossier pour Madeleine et qui font partie d'Yad Vashem, en tout cas qui sont bénévoles pour aider et qui ont fait un travail absolument formidable, avec beaucoup de gentillesse et je dois dire énormément d'amitié. Vraiment, ça a été des liens merveilleux avec ces gens-là. Alors, Emmanuel, vous étiez à Jérusalem. Est-ce que vous avez visité les lieux saints? Je les ai tous visités. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était la première fois que vous alliez là-bas? J'ai eu la chance d'y aller 3 fois. Ah oui. Mais j'ai visité... Pour le Secours catholique, j'imagine? Non, c'était absolument pas. C'est dans une autre vie. J'y suis allé 2 fois en pèlerinage et une fois dans un voyage professionnel. À l'époque, je travaillais dans une banque. Donc, vous voyez, c'était pas du tout ça. Mais en revanche, j'ai pu visiter les lieux saints. Et je dois vous dire que j'ai été très impressionné. Mais celui qui m'a le plus impressionné, et qui restera toujours pour moi le plus fort, c'est le mur des lamentations. Ah oui, il y a quelque chose de... Ah, je ne sais pas, ce lieu m'a profondément touché et bon, le chrétien que je suis a été touché par le Saint-Sépulcre, mais davantage par le mur des lamentations. Ah, c'est amusant. Alors, dites-moi, avant qu'on termine sur ce livre magnifique, L'Étoile Blanche, j'aime ce titre, même s'il n'est pas complet, qu'attendez-vous de sa parution? Vous l'avez fait un petit peu comme le témoignage, comme vouloir montrer à tout le monde qu'il existait cette femme et qu'elle a fait tout ça. Mais je trouvais que cette femme extraordinaire et je trouvais triste qu'elle ait été oubliée. Et donc c'est un peu pour faire mémoire d'elle. Mais j'ai aussi voulu faire mémoire de ceux qu'elle a rencontrés dans le camp. Et il y a un certain nombre de personnes, notamment ce jeune Bernard Jankélovitch, ce petit jeune homme de 18 ans qui est incroyablement touchant parce qu'il a une souffrance physique, il est malade, il est diabétique, il va évidemment finir tragiquement. Et elle s'attache beaucoup à ce jeune homme, elle en parle et j'ai été heureux de pouvoir dire qui il était, quelle a été sa vie très courte et de faire mémoire d'un certain nombre de personnes, de jeunes, de plus âgés qui ont cohabité avec Madeleine, des gens qu'on a tous oubliés. Et grâce à mon livre, et très modestement, ils existent. Ils réexistent. Et pour moi, c'est important, vous voyez. C'est ce que disait Jankélévitch, les morts des camps, les 6 millions de morts, ce sont les vivants qui ont tâche de ne pas les oublier, de les faire revivre. Donc c'est ce que vous faites, Emmanuel C'est ce que j'ai voulu faire, en tout cas. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, L'Étoile Blanche, mémoire d'une juste 1940-1945. C'est aux éditions Edicence. Madeleine Fauconneau-Dufresne. Alors vous avez fait les commentaires, les notes et toutes les biographies. Ça a dû vous prendre pas mal de temps. Par rapport au récit de Madeleine, si vous voulez, j'ai juste essayé de l'éclairer un petit peu, de mettre en lumière certaines choses, de rappeler certains faits historiques. Elle cite des noms propres qui ont probablement été un peu oubliés aujourd'hui, ou certaines personnes qu'elle surnomme mais qu'elle ne nomme pas. Et j'ai voulu donc compléter un peu. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Hélène, à très pour votre vite. accueil. Au revoir. Au revoir.